Bonjour, on va commencer. Cette conférence prend donc la suite de la première grande conférence de ce week-end de l'ethnologie, qui a donc été donnée ce matin par Marc Abélès sur le luxe. Et je vais donc présenter une réflexion sur la pandémie. Alors la notion de luxe et la notion de pandémie peuvent apparaître comme les deux faces de la mondialisation contemporaine, l'une plus joyeuse et créative, et l'autre plus sombre et destructrice. Je vais essayer de montrer qu'il y a aussi quelque chose qui s'est créé ou qui s'est inventé avec la pandémie. Et puis comme Marc Abélès, j'interrogerai donc ces notions qui sont très débattues en Europe, en Occident, à partir de cette autre face de la mondialisation ou du monde qu'est la Chine et l'espace asiatique. Je suis un peu intimidé de parler dans cet espace, d'abord parce qu'il est grand, vous êtes nombreux, et puis c'est un espace où j'ai plus l'habitude d'animer des conférences que de présenter mon propre travail. Aussi parce que j'ai souvent assisté à des conférences sur les pandémies qui étaient données par des biologistes dans les congrès où j'ai été amené donc à faire mes enquêtes. Et il y avait toujours beaucoup d'images sur des PowerPoint très élaborés. La pandémie suscite beaucoup d'images. Donc j'ai essayé moi-même de faire des images, mais les ethnologues ne sont pas encore beaucoup formés à faire des beaux PowerPoint comme les biologistes. Et en plus, vous voyez qu'elles sont projetées sur une espèce d'igloo qui va servir au spectacle qui aura lieu à partir de 17h après cette conférence. Donc voilà, l'ethnologie va vous surprendre parce qu'on vous présente une conférence non pas sur les pandémies dans un congrès de virologie, mais sur la pandémie projetée sur un igloo. Alors pourquoi est-ce que cette approche ethnologique de la pandémie peut surprendre? Parce que je vais essayer de porter un regard ethnologique, non pas sur les pandémies, mais sur la notion même de pandémie. Je définirai l'ethnologie avec Claude Lévi-Strauss, qui a donné son nom à cet amphithéâtre, comme l'étude d'un phénomène humain, donc relevant de l'anthropologie, cette science de l'homme, dans une ère culturelle donnée, à partir d'une enquête de terrain qu'on appelle ethnographique. Mon travail, qui a été publié sous la forme d'un récit de voyage intitulé « Un monde grippé », est une réflexion sur les maladies animales à partir d'une longue enquête de terrain que j'ai menée à Hong Kong et d'une connaissance de voyages et de livres de ce qu'on appelle l'Asie orientale. Je me suis demandé pourquoi, parmi l'ensemble des maladies que les hommes partagent avec les animaux, certaines sont qualifiées de pandémiques et traitées comme un problème de santé globale ou de sécurité internationale, tandis que d'autres sont laissées aux bons soins des vétérinaires. Pour reprendre le titre d'un numéro spécial de la revue Extrême-Orient, Extrême-Occident que j'ai coordonné avec l'historienne Florence Bretel-Establet, je poserai donc la question: comment penser la pandémie depuis la Chine, la Corée, le Japon, c'est-à-dire cette grande ère culturelle unifiée par la langue chinoise et qui s'étend donc jusqu'au Vietnam et à Singapour. Le chinois traditionnel n'a pas de mot pour pandémie. J'ai donc mis au milieu ce terme qu'on trouve aujourd'hui dans la littérature mondialisée, dont les Chinois font partie, Chuanguo Liu Xingde. Ce terme a donc été formé à partir du terme Liu, qui désigne également la grippe, ou l'influenza, c'est-à-dire cette maladie des flux. C'est le terme du milieu qui contient le radical de la rivière, de tout ce qui coule. Et c'est donc une influence, on peut dire c'est une influence qui s'étend à tous les pays. Chuanguo. C'est le même guo que dans Zhongguo, la Chine, le pays du centre. Donc c'est une maladie qui vient du pays du centre et qui s'étend à tous les pays. Donc ça, c'est un terme récent, mais cependant, le chinois a des termes pour désigner l'épidémie. Donc là, vous avez le terme yi, qui décrit ce que nous appelons la peste, ou vous avez des termes comme wenbing, fengbing,
qui désigne les maladies favorisées par le vent et la chaleur. Et des historiens ont montré que la notion de contagion, Chuanzhuan, a joué un rôle central dans la pensée médicale chinoise. Comment passe-t-on alors de l'épidémie, concept présent dans la plupart des sociétés, à la pandémie, notion récemment inventée par les Européens? L'ethnologie nous permet en effet de retrouver un étonnement et une surprise devant les notions qui nous sont devenues les plus évidentes et les plus familières. Depuis une dizaine d'années, la pandémie est considérée par les autorités et par les médias français comme une des catastrophes auxquelles nous devons nous préparer au milieu d'une série catastrophique de temporalité croissante allant de l'attaque terroriste au changement climatique en passant par l'accident nucléaire ou la pollution chimique. La notion de pandémie est rentrée dans nos imaginaires par les romans, les films et les jeux. Nous imaginons qu'un nouveau virus va arriver dans une population non immunisée et nous jouons à distribuer les masques, les combinaisons, les vaccins, les antiviraux. Vous voyez ici une boîte de jeux, mais vous trouvez beaucoup de jeux de ce type également sur Internet. Et vous avez aussi beaucoup de films, celui-ci s'appelle Pandémie, mais vous pouvez penser à Contagion, Outbreak. Nous imaginons une population en panique, prête à dévaliser les pharmacies, même si une telle scène ne s'est jamais vraiment déroulée. Si nous nous tournons maintenant vers des actualités bien réelles, nous voyons des images de poulets abattus pour éviter la diffusion des virus en provenance des oiseaux. Mais à la différence du virus de grippe aviaire H5N1, qui était apparu dans les élevages de l'Est de la France en 2006 et qui était potentiellement pandémique, le virus H5N8 qui ravage en ce moment les élevages du sud-ouest de la France ne se transmet pas des oiseaux aux humains. On le dit épizootique, car il s'est diffusé de la Chine vers le reste du monde. La pandémie implique donc, pour le dire brutalement, que les hommes imaginent que la vie sociale va s'effondrer du fait d'une épidémie et, en attendant, font mourir des animaux qu'ils soupçonnent de leur transmettre des maladies. La notion de pandémie repose ainsi sur une coupure entre hommes et animaux, car seule l'espèce humaine peut anticiper une épidémie qui l'affecte dans sa totalité. Aucune espèce animale ne tue une autre espèce pour se protéger d'une épidémie. Avant de nous inquiéter pour savoir quelle sera la prochaine pandémie et si nous serons prêts à y faire face, nous devrions donc nous étonner du fait que la notion de pandémie est grecque et qu'elle a été appliquée par les Européens au reste du monde pour penser une menace qui concerne toute l'humanité. Que signifie pour les Grecs le fait qu'un phénomène pathologique s'étende à tout le peuple? Homère emploie le terme « pandémos » dans l'Iliade pour désigner un homme capable de vivre chez plusieurs peuples. Ce terme a alors une signification positive en étant attaché à la figure du héros. Mais Platon l'emploie en un sens négatif, dans le Banquet, pour désigner un amour vulgaire, attaché au corps plutôt qu'aux idées. Platon distingue un amour céleste, qui s'exerce dans le dialogue raisonné avec les jeunes hommes intelligents, dialogue socratique, et un amour populaire, pandémos, qui s'exprime de façon désordonnée en cherchant des rencontres hasardeuses avec des hommes ou des femmes, voire des animaux. Dans la cosmologie grecque, Pan est un dieu ambivalent. Représenté comme un homme bouc, copulant avec tous les êtres qu'il rencontre, il est une puissance de création et de désordre nécessaire dans une société pastorale qui vit en proximité avec les êtres de la nature. Cette force ambivalente est représentée par le masque du satyre que portent les hommes au cours de fêtes dionysiaques.
C'est seulement avec les pères de l'Église chrétienne, appuyés sur la lecture de Platon, que Pan et le satyre deviennent des êtres maléfiques parce qu'ils transgressent les frontières entre les espèces. Aujourd'hui encore, la notion de pandémie est liée à la peur d'une transmission de substances par des relations sexuelles interspécifiques. Le point essentiel pour ma démonstration est que la notion de pandémie ne désigne pas chez les Grecs une maladie. On trouve bien la notion d'épidémie chez Hippocrate et Galien, qui constituent les textes de base de la médecine occidentale, et qui distinguent parmi les maladies collectives celles qui sont générales et celles qui sont locales. Épi désigne en grec un lieu au contour vague. Mais les Grecs n'ont jamais eu l'idée qu'une maladie se diffuse au monde entier et puisse affecter toute l'humanité. C'est une notion moderne qui vient de l'expansion des sociétés européennes au reste du monde à travers les voyages de découverte et de colonisation. Le premier obstacle que rencontrent les Européens lorsqu'ils doivent s'acclimater à un milieu hostile, ce sont en effet les épidémies, notamment la fièvre jaune, qui décime leurs troupes en Afrique ou aux Antilles. Selon l'historien Mark Harrison, qui a fait l'étude de la notion de pandémie en utilisant des moteurs de recherche comme Google Scholar, une des premières occurrences de la notion de pandémie, au sens donc médical et non plus philosophique, se trouve dans le texte d'un officier anglais, Robert Lawson, qui décrivait des ondes pandémiques en 1860 sur le modèle des ondes magnétiques pour expliquer les variations globales dans la diffusion des épidémies. L'image est très mauvaise, mais vous voyez ces ondes qui traversent la planète sur la carte dessinée par Lawson en 1861 et qui reproduisent, imitent les ondes magnétiques. Les Européens avaient en effet observé que le choléra affecte les villes en pleine expansion à travers les systèmes de circulation de l'eau, tandis que la peste se répand depuis les ports à travers les rongeurs transportés par les bateaux. Ces maladies ont longtemps limité l'expansion des villes et des ports, et donc les processus d'urbanisation et de colonisation. Mais avec les premières données statistiques de l'épidémiologie, les gouvernements parviennent à mieux contrôler les sources de contagion et à limiter la mortalité des épidémies. Une révolution scientifique s'opère à la fin du XIXe siècle avec la bactériologie. En identifiant au microscope les bactéries responsables des épidémies, Robert Koch, en Allemagne, et Louis Pasteur, en France, donnent l'espoir de mettre fin aux maladies infectieuses. Koch identifie le bacille responsable du choléra lors d'une expédition en Égypte en 1883, et Yersin, élève de Pasteur, découvre le bacille de la peste à Hong Kong en 1894. Il suffit alors, pense-t-on, de retracer une épidémie jusqu'à son foyer infectieux pour y mettre fin. La pandémie de grippe espagnole en 1918 déjoue cet espoir. D'abord parce qu'elle n'est pas causée par une bactérie, mais par ce qui sera identifié dans les années 1930 comme un virus. Celui-ci ne sera visible au microscope électronique que dans les années 1970. Ensuite, parce qu'elle se répand si vite dans les corps fragilisés par la guerre, tuant entre 20 et 50 millions de personnes en un an. L'incertitude vient notamment du fait qu'on connaît mal le nombre de victimes en Inde, où elle aurait pu tuer 20 millions de personnes, qu'il est difficile de lui assigner une origine. On suppose aujourd'hui qu'elle a commencé aux États-Unis. Et le nom espagnol vient du fait que l'Espagne, pays neutre, déclarait tous ces cas, y compris celui qui a affecté le roi d'Espagne lui-même, tandis que les autres pays occidentaux ne le faisaient pas, de peur de démoraliser leurs troupes. On sait aujourd'hui que le président des États-Unis, Woodrow Wilson, était atteint de la grippe lorsqu'il vint en Europe pour négocier le traité de Paris, ce qui le conduisit,
du fait de l'état dépressif apparemment dans lequel l'a mis cette infection, à l'échec de sa politique de paix internationale et aux conséquences désastreuses du traité de Versailles. La pandémie de 1918 est le spectre qui va hanter le XXe siècle, accompagnant comme sa face sombre les avancées de la mondialisation. Lorsque les États-Unis entrent dans la Seconde Guerre mondiale en 1941, ils créent immédiatement une commission sur la grippe qui accélère dramatiquement les recherches sur le virus. À la fin des années 1970, alors que le gouvernement américain se remet difficilement de la guerre du Vietnam, une épidémie de grippe tue un militaire à Fort Dix en 1976. Des vaccins sont commandés pour toute la population américaine par l'administration Ford. Vous avez ici le président Ford qui se fait administrer un vaccin. Mais la campagne est arrêtée lorsqu'on découvre plus d'1 millier de syndromes de Guillain-Barré, une dégénérescence nerveuse qui peut être favorisée par la vaccination. À partir des années 1970, les États-Unis lancent l'alerte via l'Organisation mondiale de la santé sur les maladies infectieuses qui émergent dans les pays du Sud et qui se diffusent rapidement aux pays du Nord, comme les fièvres hémorragiques Ebola ou Lassa, venues d'Afrique centrale et occidentale. C'est seulement à partir des années 1970, en effet, que la révolution des moyens d'information et des techniques génétiques permet de suivre le développement d'une pandémie en temps réel. Or, apparaît en même temps l'idée que la planète n'a jamais été autant vulnérable. D'abord à cause du succès de la vaccination et des antibiotiques. Les populations sont immunisées contre les grandes maladies des siècles précédents, mais pas contre une nouvelle maladie causée par un pathogène mutant ou résistant. Le succès, par exemple, de la campagne d'éradication de la variole menée par l'Organisation mondiale de la santé, et qui donc aboutit à l'éradication de la variole en 1978, conduit les autorités sanitaires à redouter qu'un virus de variole s'échappe des 2 laboratoires qui contiennent encore ce virus, un en Union soviétique à l'époque et un autre aux États-Unis. Donc un virus de variole qui arriverait sur une population qui est immunisée contre la variole mais qui serait potentiellement mutant, causerait une véritable pandémie de variole. Ensuite, à cause de l'accélération des moyens de transport. Alors qu'un pathogène mettait des mois à passer de Shanghai à Paris au XIXe siècle en voyageant par bateau, il ne met plus qu'une dizaine d'heures en avion aujourd'hui, tandis que le nombre de personnes prenant l'avion pour leurs affaires ou pour leurs loisirs a été décuplé. On formule donc cette idée, dans les années 70-80, que le monde hyperconnecté est un village global exposé aux pathogènes venant du monde sauvage. Une nouvelle discipline se forme alors appelée écologie des maladies infectieuses. Elle se base sur l'hypothèse selon laquelle les hommes coévoluent avec les microbes en adaptant leur système immunitaire à ceux qui composent leur environnement. Dès que l'environnement se transforme, les microbes avec lesquels les hommes vivaient en symbiose sont remplacés par des microbes très pathogènes contre lesquels les hommes doivent inventer de nouveaux outils comme les drogues ou les vaccins. Le médecin franco-américain René Dubos le dit déjà en 1968 avec une formule frappante: « La nature se venge, nous devons courir autant que possible pour rester à la même place. » La pandémie est conçue par Dubos comme le signe que l'espèce humaine peut disparaître et que pour éviter de disparaître, elle doit courir dans une course avec les microbes. Donc les vaccins et les antibiotiques sont les outils de cette course. Et dans cette course, les autres animaux sont alliés aux microbes, puisqu'ils nous envoient de nouveaux pathogènes, et ils se vengent des mauvais traitements que nous leur imposons, notamment à travers l'intensification de l'élevage domestique, où on recourt à des antibiotiques
pour augmenter leur masse carnée. Des historiens de l'environnement décrivent alors l'expansion de l'humanité comme une suite de pandémies. La peste d'Athènes, décrite par Thucydide, la peste de Justinien à la fin de l'Antiquité, la peste du Moyen-Âge, décrite par Boccace. Le terme de peste, en fait, a désigné longtemps toutes les maladies contagieuses. La variole, décrite par Las Casas dans les populations amérindiennes. Les Européens sont arrivés aux États-Unis, en Amérique, avec la variole, à laquelle ils étaient immunisés. Ils ont reçu en retour d'autres maladies, comme la syphilis ou la maladie de Chagas, mais qui étaient beaucoup moins meurtrières que la variole. Alors on connaît ces grandes maladies par les chroniques et non par l'épidémiologie. Même si chacune de ces sociétés affectées par les épidémies pouvait avoir le sentiment que c'était la fin de son monde, et notamment les sociétés amérindiennes, elles n'avaient pas les moyens de montrer que leur maladie affectait l'humanité tout entière. C'est seulement rétrospectivement que l'on peut dire, avec William McNeill, vous ne voyez pas très bien les titres, mais c'est celui qui a écrit donc, ce livre intitulé Plagues and People, qui a été traduit en français Les temps de la peste. William McNeill affirme que la première pandémie, c'est l'expansion de l'humanité européenne et des espèces animales qui l'accompagnent, les chiens, les chevaux, les lapins, les rats, sur toute la planète. Ce que Alfred Crosby, qui est donc l'auteur de plusieurs livres, les trois que vous avez en haut à gauche, appelle la néo-Europe. C'est vraiment la grande question que se posent tous les historiens à cette période. Comment expliquer que ce soit l'Europe qui se soit répandue dans le reste du monde, à tel point qu'on trouve des Européens partout, avec des pays qui sont entièrement peuplés d'Européens comme l'Argentine, la Nouvelle-Zélande, partie de l'Amérique du Nord, et pas les Papous de Nouvelle-Guinée, les Incas ou les Bantous. Les microbes apparaissent donc comme des alliés des Européens dans leur expansion au reste de la planète, puisque non seulement ils ont tué les guerriers qui résistaient aux Européens, comme donc la variole en Amérique ou en Océanie. On décrit ces fiers guerriers qui s'effondrent en quelques jours face à des troupes de 100 hommes espagnols enivrés d'alcool et avec quelques fusils et quelques chevaux. Donc, non seulement ils ont tué les fiers guerriers qui résistaient aux Européens, mais en plus les Européens ont inventé les traitements qui vont protéger le reste de l'humanité contre les microbes qu'ils ont apportés. Notamment la peste bovine en Afrique de l'Est, alors qui n'est pas une pandémie à proprement parler, qui ne concerne que les animaux, mais qui a ravagé toute l'Afrique et qui a profondément transformé l'économie pastorale en venant de Russie, puis d'Europe, puis en Afrique de l'Est au début du XXe siècle. En France, deux historiens tirent les conséquences de cette nouvelle notion de pandémie comme alliance entre les microbes et les Européens. Emmanuel Leroy-Ladurie, qui se situe dans le courant de l'histoire économique de l'École des Annales, publie en 1973 un article intitulé « Un concept, l'unification microbienne du monde, 14e, 17e siècle ». Je ne sais pas si vous pouvez lire le texte, je trouve ça un peu flou, mais sur mon écran c'est assez net. Il rappelle que les pestes du Moyen-Âge ont tué beaucoup plus de personnes que les épidémies de l'âge moderne. La Provence, région française dont il a étudié les archives, a perdu 40% de sa population entre 1348 et 1361, 15 ans, 14 ans, 13 ans, au moment où les chroniqueurs décrivent un grand nombre de cas de peste. Donc même si on ne peut pas dire que tous ces gens sont morts de la peste, on peut quand même supposer que la peste a causé une grande chute démographique. Par contraste, les sociétés d'Amérique et d'Océanie ont été décimées par les épidémies au XVIe et XVIIe siècle. Le Mexique central est passé de 25 millions de personnes en 1518 à 1 million en 1608. Leroy-Ladurie en conclut que la peste médiévale a paradoxalement unifié les sociétés européennes en leur permettant d'absorber le choc microbien
des invasions d'Asie centrale, donc les microbes apportés par les Huns, et les a ainsi immunisés lors de leur rencontre ultérieure avec les sociétés d'Amérique et d'Océanie, qui fut donc fatale pour celles-ci. Il écrit, je lis la citation, « L'unification microbienne du monde, ou encore la création à l'échelle de l'Eurasie puis de l'Atlantique d'un marché commun des microbes, est passée entre 1300 et 1600 par une phase spécialement intense, rapide, dramatique et, pourquoi ne pas le dire, apocalyptique. Les sacrifices humains provoqués par cette globalisation des agents pathogènes ont été pendant ces 3 siècles sans commune mesure avec ce qu'ils furent ou avec ce qu'ils seront pendant les époques antérieures et postérieures. » Même si on n'utilisait pas le terme pandémie, il y avait, selon le roi d'Adurie, une globalisation des agents pathogènes, au moins au niveau du continent eurasiatique. Mais effectivement, ce n'est pas véritablement une pandémie telle qu'on l'entend aujourd'hui, puisqu'il n'y avait pas à ce moment-là de contact entre les populations européennes et l'Amérique, et des contacts relativement mineurs entre l'Europe et l'Afrique. Selon le roi Ladurie, nous serions ainsi, au milieu des années 1970, dans une situation similaire à celle de l'Europe médiévale face à la peste ou de l'Amérique face à la variole. Une nouvelle transformation du monde, mesurable notamment avec le réchauffement climatique et les changements écologiques associés. Le roi Ladurie est un des premiers historiens du changement climatique, notamment à partir de l'étude des changements, des transformations dans la production de vin en France. Cette nouvelle transformation donc expose toute l'humanité à des pandémies à venir. Une approche historique assez différente est proposée au même moment par Bruno Latour, donc en bas de l'igloo, en s'inspirant de l'histoire des sciences telle qu'elle est alors pratiquée par les universitaires anglophones. Dans Les microbes, guerre et paix, publié en 1984, Latour affirme que Louis Pasteur n'a pas découvert les microbes. Ils avaient été vus pour la première fois en Hollande, un siècle plus tôt, par l'inventeur du microscope Anton von Leeuwenhoek. Mais Pasteur a inventé une façon de connecter entre les microbes, les poules, les moutons et les vers à soie, pour fabriquer une société pasteurisée, d'où la traduction du livre de Latour en anglais, « La pasteurisation de la France ». Yersin, élève de Pasteur, s'est donc contenté de déplacer ces connexions du laboratoire de Pasteur à Paris vers la cabane qu'il avait construite à Hong Kong, qu'on a vu donc tout à l'heure, où il a identifié le bacille de la peste. La médecine pasteurienne, dit Latour, ne soigne pas les maladies contagieuses, elle ne parle pas de l'expérience de la maladie, mais elle reconstruit la société en transformant les microbes d'ennemis en alliés et en considérant les colonies comme des laboratoires d'expérimentation. Je cite Latour, « S'il avait fallu faire la société coloniale avec des maîtres et des esclaves seulement, il n'y aurait jamais eu de société coloniale. Il fallait la faire avec des microbes et y ajouter le pullulement des insectes et des parasites qu'ils transportent. » Donc la conséquence qu'en tire Latour, c'est que dans une société post-coloniale comme celle qui se forme au cours des années 1970, il faut inventer des nouvelles relations entre les petits êtres, les microbes, mais aussi les particules radioactives ou les particules chimiques, et ces grands êtres, la société, l'État, que nous invoquons également, qui sont tout autant invisibles que les microbes, mais qui composent notre monde commun à différentes échelles. À partir des années 1990, cette idée de guerre et paix des microbes est reformulée dans le cadre de la guerre globale contre le terrorisme. La nature est la plus grande menace bioterroriste. Cette phrase est répétée par les microbiologistes dans les années 2000, et elle signifie qu'un nouveau pathogène ne viendra pas des laboratoires soviétiques abandonnés après la fin de la guerre froide, ou d'une cave obscure occupée par Al-Qaïda et les États voyous qui lui sont associés, mais des forêts africaines ou des fermes chinoises. Là, les deux images que vous avez en bas, difficile de voir ce qui est écrit, mais vous avez donc George Bush qui présente un poulet avec marqué « Wanted ». Alors, j'arrive pas à lire exactement, mais il dit voilà, nous avons découvert
une arme de destruction massive, et ses conseillers disent « Ah, Osama nous manque ». Osama Ben Laden, bien sûr, c'était pas encore Obama, parce qu'il y avait toute cette association entre Obama et Osama, mais vous voyez à quel point l'administration Bush était obsédée par le terrorisme et aussi effrayée déjà des mesures qu'elle allait imposer au reste de la planète pour lutter contre le terrorisme, la grippe aviaire, etc. Et puis vous avez donc un soldat américain qui arrive en Irak et qui est tout content d'avoir trouvé une arme de destruction massive, c'est un poulet. Et vous avez en haut un poulet donc avec des bombes, des œufs prêts à exploser qui forment sa ceinture d'explosifs. Le virus apparaît lui-même comme une figure du terrorisme puisqu'il circule de façon invisible comme un simple morceau d'information génétique dans les populations animales qui nous sont proches, et il détourne, le terme en anglais est hijack, comme pour les avions, les moyens de transport et de réplication des cellules pour les faire exploser. Vous avez donc ici un schéma d'un virus qui entre dans une cellule, qui pénètre son noyau, qui se reproduit et qui sort de la cellule à travers une multiplicité de virions. Et ce processus peut conduire à la mort de la cellule, mort plus ou moins propre. L'anticipation des pandémies est donc reformulée à chaque fois que se transforme le cadre de la guerre. Guerre coloniale, guerre mondiale, guerre froide, guerre globale contre le terrorisme. Mais elle est liée plus profondément à la guerre que l'humanité livre contre elle-même en détruisant l'environnement où elle coévoluait pacifiquement avec les microbes. En tout cas, c'est ce qu'on peut supposer qu'elle a fait pendant des millénaires. La pandémie de sida confirme dramatiquement ce diagnostic. Le virus de l'immunodéficience humaine, VIH, apparaît dans la communauté homosexuelle aux États-Unis en 1981, mais il se répand rapidement en Europe, puis en Afrique et en Asie, et on estime aujourd'hui qu'il a tué 36 millions de personnes. Cette diapositive, donc, qui annonce 20 millions de personnes, a été faite pour le 20e anniversaire, donc en 2001, 20e anniversaire du premier cas de sida. Dans les années 1990, les origines du VIH-Sida sont retrouvées dans des populations d'Afrique centrale qui ont pu l'attraper, c'est ce qu'on suppose aujourd'hui, dans les années 1920, par des singes porteurs de virus similaires, ce qu'on appelle donc les virus d'immunodéficience simiesques, ou simiens plutôt. Les autorités sanitaires internationales formulent alors le projet d'éviter la prochaine pandémie en détectant les nouveaux pathogènes dans ce qu'on appelle leur réservoir animal avant qu'ils ne se transmettent aux humains. Cette stratégie culmine avec la mobilisation globale contre le virus de grippe H1N1 en 2009. En avril, un nouveau virus est détecté sur des patients souffrant de maladies respiratoires à Mexico, énorme capitale, et sur des porcs élevés dans les fermes industrielles possédées par les États-Unis dans la province de Veracruz, donc au nord de la capitale. En quelques mois, ce virus se répand sur le reste de la planète sans faire un grand nombre de victimes. On suppose aujourd'hui que c'est un virus analogue au virus de la grippe espagnole, c'est pour ça qu'on l'a appelé H1N1, mais qui aurait circulé à bas bruit chez les porcs pendant un siècle, ce qui explique que les personnes âgées, qui meurent ordinairement de la grippe dite saisonnière, aient été immunisées contre ce nouveau virus, puisqu'elles avaient gardé la mémoire du virus H1N1 qui circulait dans la population humaine jusqu'en 1957, date à laquelle il a été remplacé par le virus H2N2. Je récapitule donc une hypothèse évolutionniste sur les virus de grippe. Les virus de grippe mutent dans le réservoir animal, ils passent aux humains, qui s'adaptent à une souche, qui devient saisonnière, donc qui va plutôt affecter des personnes immunodéprimées, et puis un nouveau virus apparaît, qui va plutôt tuer les jeunes, et ensuite va à nouveau s'adapter. L'Organisation mondiale de la santé a dû modifier sa définition de la notion de pandémie en juin 2009 pour déclarer ce virus pandémique et déclencher les commandes de vaccins contre la grippe par ses États membres. Jusqu'en 2009, en effet, un virus devait être identifié dans 3 continents et être particulièrement virulent pour être considéré comme pandémique. À partir de 2009, et même de janvier 2009, donc juste avant l'émergence du H1N1 au Mexique, la condition de virulence a été retirée, ce
ce qui a permis de commander des vaccins pour un virus qui ne faisait pas de victimes selon un principe de précaution. En l'absence de connaissances sur la létalité du nouveau virus, l'OMS avait pour mission de protéger l'ensemble de l'humanité contre ce virus. Cette stratégie a causé une crise importante dans la gouvernance de l'OMS et une perte de crédibilité des vaccins contre la grippe, notamment en Europe. Preuve en est le récent épisode de grippe dans une maison de retraite chez des personnes âgées qui ne s'étaient pas vaccinées. Depuis, l'OMS a essayé de construire un indicateur de pandémicité à partir de l'étude génétique des virus dès leur émergence, mais cette stratégie reste douteuse. On n'a jamais trouvé le gène de la pandémicité. Je voudrais maintenant raconter cette histoire des pandémies, non plus depuis l'Europe et les États-Unis, où mon récit s'est jusque-là limité, mais depuis l'Asie orientale, où mes enquêtes ethnographiques m'ont conduit. Je vais donc faire un exercice de ce qu'on appelle l'histoire globale, c'est-à-dire raconter une séquence d'événements du point de vue de deux sociétés très différentes, la Chine et l'Occident, qu'elle met en contact à travers ce lieu très singulier qu'est Hong Kong. Alors pour cela, il faut revenir au milieu des années 1970, qui ont marqué un véritable tournant dans la gestion globale des pandémies. Dans cette période, un vétérinaire, Martin Kaplan, donc le chairman, réunit à l'OMS un comité d'experts sur l'écologie des maladies infectieuses, auquel participent deux spécialistes australiens de la grippe, qu'on appelle aussi le pape et l'empereur de l'influenza, Robert Webster et Kennedy Shortridge. Alors j'ai l'habitude, quand je présente cette diapositive, de dire que Robert Webster ressemble à Michel Foucault et que Kennedy Shortridge ressemble à Bruno Latour, qui écrivent au même moment en France des textes sur la biopolitique, les transformations des politiques de la vie, les alliances entre les humains et les microbes. Donc voilà, vous avez des espèces de clones de Michel Foucault et de Bruno Latour qui se réunissent à Genève pour anticiper la prochaine pandémie. Depuis la création d'une école d'immunologie à Melbourne en 1944, par Frank McFarlane Burnett, qui a été formé en Angleterre dans l'entre-deux-guerres, l'Australie est à la pointe de la recherche sur les maladies infectieuses émergentes, notamment parce qu'elle a pour mission d'alerter le reste du monde, sous-entendu du monde blanc, vous voyez que tous ces gens sont blancs, sur les maladies qui émergent en Asie et dans le Pacifique. J'ai donc bien précisé que ce sont deux clones australiens de Michel Foucault et Bruno Latour. Robert Webster a découvert dans les années 1960 que les oiseaux aquatiques sont des porteurs sains du virus de grippe, et il a constitué une énorme banque de données de souches virales, qui est en fait actuellement réunie aux États-Unis, à Memphis, dans le Tennessee, et qu'il a collectée sur un grand nombre d'espèces animales, notamment sur les oiseaux, puisqu'il est le premier à observer la diversité des virus de grippe chez les oiseaux, et sur un grand nombre d'espèces animales, de façon à retracer les mutations de virus de grippe par des arbres phylogénétiques, dont des arbres d'évolution darwinien, et à anticiper le prochain virus qui franchirait la barrière des espèces. Kennedy Shortridge a créé en 1972 le département de microbiologie de l'Université de Hong Kong, à partir d'une hypothèse simple qui découle logiquement de celle de Webster. Selon Shortridge, la plupart des pandémies de grippe commencent dans le sud de la Chine. Alors, je vous présente le tableau des pandémies. Là aussi, ce n'est pas très lisible, mais vous voyez donc les grandes pandémies du XXe siècle, donc 2009, celles qu'on a tous connues, même si on en est revenu. La grippe porcine de 1976, 77, 78. Et puis les deux grandes pandémies après celle de 1918, donc celle de 57-58 qui a été identifiée pour la première fois à Singapour, et celle de 68-69 qui a été identifiée pour la première fois à Hong Kong. Et puis rétrospectivement, on observe, d'après là aussi des chroniques, il n'y avait pas d'épidémiologie à l'époque, qu'il y a eu des pandémies de grippe, donc en 1889-93, alors là aussi commencé dans le sud de la Chine,
ensuite 1847-51, 1830-33, et puis encore plus loin, là ça devient vraiment hypothétique. Donc, voilà. Et puis la frise au-dessus rapporte donc ces pandémies aux découvertes de la microbiologie. Donc l'hypothèse, enfin, il faut expliquer pourquoi la plupart des pandémies de grippe commencent dans le sud de la Chine. La raison en est que cette région tropicale réunit une grande densité d'humains, de porcs et de volailles, notamment des canards et des poulets, dans l'écologie des rizières. Or, le porc, du fait de sa proximité physiologique avec l'homme, est un vecteur de transmission des virus de grippe entre les oiseaux et les humains. Et Shortridge s'appuie sur le fait que le caractère chinois pour la maison, jia, est un porc sous un toit. C'est très joli parce qu'on a l'impression que quand on regarde le terme pour maison, jia, on a déjà des mutations de virus à l'intérieur d'un porc qui vont affecter les humains. C'est très intéressant de penser que le terme pour maison en latin, domus, a donné domestication, et donc les Chinois qui ont inventé la domestication du poulet, ça on en est sûr, et peut-être même la domestication du porc, avaient déjà pensé qu'en domestiquant des animaux, eh bien, on introduisait des mutations, en tout cas dans un caractère, à l'intérieur d'une maison. Shortridge conclut de ces observations, donc à la fois écologiques et puis presque philologiques, que le sud de la Chine est l'épicentre pour les futures pandémies de grippe, et qu'il faut donc construire à Hong Kong des systèmes de détection précoce de ces pandémies. Il prédit qu'au vu de l'augmentation dramatique du nombre de volailles et de porcs élevés en Chine, donc le nombre de volailles et de porcs a été multiplié par 100 entre 1968 et 1997, donc entre les deux pandémies, enfin les deux nouveaux virus de grippe apparus à Hong Kong, puisque le nombre de volailles aujourd'hui en Chine est de 15 milliards et le nombre de porcs de 500 millions, pour une population humaine d'à peu près 1,5 milliard. Et donc cette explosion du nombre de porcs et de volailles, donc qui sont les réservoirs des virus de grippe, permettent de prédire que la prochaine pandémie venue de Chine pourrait tuer entre 60 et 150 millions de personnes, puisque la population mondiale a triplé depuis la pandémie de 1918. Tout cela est parfaitement rationnel, même si c'est apparemment complètement délirant. Tout ça est basé sur des observations, des statistiques et un petit peu d'images. Vous voyez, ça, c'est des photos que j'ai prises moi-même. On en trouve plein, bien sûr, dans le sud de la Chine, hein, donc des fermes de volailles où on touche les poulets pour les transporter d'une cage à une autre, où les poulets sont entassés les uns sur les autres. Et puis, plutôt, ça, c'est pas une... Enfin, si c'est une ferme, on transporte des poulets de la ferme au marché. Et puis, des basses-cours, où les porcs sont au contact avec des poulets dans des conditions peu hygiéniques. Shortridge lance ainsi l'alerte en février 1997 lorsqu'un nouveau virus de grippe est détecté à Hong Kong sur des volailles. 5000 volailles meurent dans des fermes et on découvre que 20% des volailles sur les marchés sont porteurs de ce nouveau virus. Et puis ce nouveau virus infecte aussi des humains. 12 personnes attrapent la grippe et 8 en meurent. Ce nouveau virus, on va donc l'appeler H5N1, puisqu'il prend la suite de H1N1, H2N2, H3N2. Il y a dû y avoir un H4 qui s'est baladé quelque part. En août, Keiji Fukuda, donc c'est le monsieur japonais-américain que vous voyez à droite, épidémiologiste spécialiste de la grippe au Center for Disease Control à Atlanta, est appelé en renfort par Margaret Chan, alors directrice du département de la santé du gouvernement de Hong Kong, pour étudier la situation. Et suite à cette rencontre, Margaret Chan sera nommée en 2005 directrice de l'Organisation mondiale de la santé, elle l'est encore, et Keiji Fukuda deviendra le directeur du programme de l'OMS contre la grippe, programme qu'il a conduit pendant 10 ans et qu'il vient de quitter pour rejoindre un centre de santé publique à Hong Kong. Le nouveau virus H5N1 n'est pas retrouvé sur les porcs, ce qui laisse supposer qu'il est passé directement des oiseaux aux humains et ce qui expliquerait son exceptionnelle virulence.
puisque les patients jeunes meurent non pas du virus lui-même, comme les patients les plus âgés, mais d'une inflammation panique du système immunitaire devant un virus radicalement étranger qui envahit, inflammation qui envahit les voies respiratoires. C'est les mêmes symptômes qu'on a observés d'ailleurs en 1918 sur les jeunes soldats. C'est les poumons véritablement réduits, enfin complètement liquéfiés. En novembre, Shortridge, Fukuda et Chan décident d'abattre toutes les volailles vivant sur le territoire pour éradiquer le réservoir animal du virus. De fait, le virus H5N1 disparaît jusqu'en janvier 2003, même si d'autres virus de grippe aviaire apparaissent régulièrement, qu'on appelle H9N2 ou H7N9. Le H et le N, en fait, sont deux protéines, hémagglutinine et neuraminidase, qui commandent l'entrée et la sortie du virus dans les cellules, le mécanisme qu'on a vu tout à l'heure, et les drogues ou les antiviraux qui sont fabriqués pour bloquer le virus visent ces deux processus, donc le Relenza et le Tamiflu. Comment les habitants de Hong Kong ont-ils réagi à cet abattage massif visant à les protéger? Donc 1,5 million de volailles, hein, c'est à peu près le même nombre que ce qui se passe en ce moment dans le sud-ouest de la France. Mais c'était toutes les volailles vivant sur un territoire de 6 millions de personnes. Donc un abattage massif visant à la protéger, mais surtout à protéger le reste du monde contre une pandémie potentielle. Ils se souviennent encore avec ironie que Margaret Chan passait à la télévision en disant « Je mange des poulets, vous pouvez en manger aussi ». Cette stratégie de communication est analogue à celle qui fut adoptée par les gouvernants européens lors de la crise de la vache folle ou encéphalopathie spongiforme bovine, qui avait lieu au même moment, donc 1996, et qui conduisait à des abattages massifs de bovins, causant à chaque fois d'abord des réactions scandalisées des consommateurs, et puis une baisse importante de la consommation de viande. Peut-on dire alors que les citoyens de Hong Kong se sont identifiés à leurs volailles grippées comme les Européens se sont identifiés aux vaches folles? Alors, bien sûr, les Européens ne se sont pas identifiés aux vaches folles, mais vous voyez toutes ces réactions qu'on a vues dans les journaux en disant les vaches sont-elles des sujets sensibles, peut-on comparer l'abattage des vaches folles à l'Holocauste? Il y a eu vraiment ce débat en Europe. Comment ce débat s'est-il produit à Hong Kong? Alors, je pense qu'une des difficultés pour nous de comprendre la grippe aviaire, avec donc les sentiments de trouble moral que suscitent ces abattages massifs de volailles, c'est que nous sommes encore informés par les abattages de bovins, alors que les Chinois, eux, ont immédiatement perçu quelque chose dans l'abattage des volailles. Je ne dis pas que les volailles sont aux Chinois ce que les vaches sont aux Européens, même si ça aurait l'air très structuraliste et très lévi-straussien, mais j'essaye de comprendre ce que les citoyens de Hong Kong ont vu dans ces abattages de volailles. Les citoyens de Hong Kong partagent le récit de réfugiés fuyant la Chine communiste avec souvent pour seule richesse un coq et des poules. Et la volaille de basse-cour a longtemps été une source de protéines en même temps que de compagnie pour les ouvriers travaillant dans les usines où étaient fabriqués les objets du monde entier, les fameux « Made in Hong Kong », qui sont maintenant remplacés par des « Made in China ». En 1997, le gouvernement de Hong Kong a interdit l'élevage des volailles de basse-cour et l'achat direct de volailles des consommateurs aux éleveurs, rompant ainsi un demi-siècle d'attachement entre ces citoyens déracinés et leurs compagnons d'émigration. Mais l'analogie entre les volailles abattues et les citoyens hongkongais se situe également à un autre niveau plus politique. Entre la découverte des premiers cas de H5N1 en février et l'abattage des volailles en novembre 1997, le gouvernement colonial britannique de Hong Kong a été remplacé par un gouverneur désigné par Pékin, Tung Chee-hwa, et l'armée populaire de Chine est entrée sur le territoire de l'ancienne colonie britannique, qui redoutait cette arrivée depuis un demi-siècle. Or, c'est la même armée qui avait massacré plusieurs milliers d'étudiants chinois à Pékin le 4 juin 1989, un événement que commémorent plusieurs centaines de milliers de Hongkongais chaque année le 4 juin.
C'est une photo que j'ai prise sur la place Victoria, au centre de Hong Kong. À la fois le soldat, donc, qui rappelle Ce Liu, donc le 4 juin, et puis des jeunes, beaucoup de jeunes, qui n'ont pas connu 89, mais qui entretiennent la mémoire de cet événement. Pour les Hongkongais, l'abattage massif de volailles est un signe ambivalent que le gouvernement de Pékin les protège contre les pandémies et qu'il peut éradiquer toute forme de communication virale perçue par lui comme dangereuse, que ce soit les virus de grippe dans les élevages de volailles ou les idées de liberté échangées sur Internet. Un proverbe chinois dit « Tuer le coq pour effrayer le singe », Sha Ji Jinghao. Et c'est un proverbe que vous voyez donc qui donne lieu à une production littéraire importante. Lorsque le virus H5N1 réapparaît en janvier 2003 à Hong Kong, des rumeurs rapportent qu'une étrange maladie respiratoire affecte les populations de travailleurs migrants à Canton depuis le mois de décembre. Un médecin chinois qui les a soignés, le docteur Li Jianlun, arrive à Hong Kong le 21 février et infecte dans les couloirs de son hôtel une dizaine de personnes qui vont prendre l'avion le lendemain et transporter le nouveau virus à Pékin, Taipei, Bangkok, Singapour et Toronto. L'OMS se réunit début mars et qualifie cette nouvelle maladie de syndrome respiratoire aigu sévère, le SRAS. Les microbiologistes formés par Kennedy Shortridge à l'université de Hong Kong identifient en un mois le nouveau virus après l'avoir confondu avec la grippe aviaire. Vous voyez à quel point les microbiologistes ont changé de visage entre 1976 et 2003. Il ne reste plus qu'un blanc, John Nichols, professeur au département de pathologie. Vous savez, 2 Chinois de Chine, 2 Hongkongais, nés à Hong Kong, et un Sri Lankais. Donc ce nouveau virus est un coronavirus 10 fois plus gros que l'orthomyxovirus de la grippe et ordinairement bénin chez l'homme, mais sa transmission des chauves-souris aux humains, en passant par les civettes masquées consommées dans la médecine chinoise traditionnelle, l'a rendu très pathogène. Vous avez un coronavirus très similaire qui circule en ce moment entre le Moyen-Orient, la Corée du Sud et des cas au Royaume-Uni. La peur d'une pandémie de SRAS, alors que ce nouveau virus disparaît en quelques mois, conduit les autorités sanitaires internationales à investir massivement dans les mesures de lutte contre le virus H5N1, virus qui se répand au même moment en Asie, en Europe et en Afrique. Le gouvernement de Hong Kong met en place une cellule de réponse aux urgences dans les hôpitaux qui organise des simulations au cours desquelles des acteurs agissent comme si le virus H5N1 était devenu pandémique dans la population. Toute une opération de triage où des acteurs portant des tags, des cartes avec leurs symptômes, donc doivent aller à certains étages et ceux qui sont porteurs du virus H5N1 potentiellement pandémique sont évacués devant les caméras. Surtout, les élevages de volailles sont surveillés par les vétérinaires pour détecter les nouvelles souches de grippe aviaire susceptibles de se transmettre aux humains. Ces mesures, inventées à Hong Kong depuis 1997, sont progressivement appliquées dans le reste du monde, alors que le virus H5N1 a infecté 850 personnes et en a tué 450 en 20 ans. Pour mémoire, le prion qui a causé l'encéphalopathie spongiforme bovine a tué environ 50 personnes dans le monde, alors dans des conditions atroces de dégénérescence du cerveau, notamment des jeunes, mais ça n'est pas les 100 millions de victimes qu'on annonçait, pas plus que ces 450 morts du H5N1 ne sont les 150 millions de personnes qu'on annonçait en 1997. Il est donc intéressant d'observer comment les citoyens hongkongais résistent quotidiennement à ces mesures dites de biosécurité, perçues ailleurs comme arbitraires. Alors que le gouvernement de Hong Kong a tenté d'interdire l'élevage et la consommation de poulets vivants sur son territoire, ce qui est en fait impossible dans la tradition libérale de l'ancienne colonie britannique. Ils ne peuvent pas interdire véritablement, ils vont racheter les licences des fermiers et des marchands de volailles vivantes. Les consommateurs refusent de troquer les poulets achetés vivants contre des poulets congelés importés de Chine. Alors qu'un poulet vivant élevé à Hong Kong coûte 2 fois plus cher qu'un poulet congelé importé de Chine,
les consommateurs, surtout des femmes de tous âges, vont au marché tous les jours pour examiner la santé des poulets qu'ils vont manger. Ils doivent passer par un corridor où ils ont des tas d'affiches qui les avertissent qu'elles vont procéder à un acte très risqué qui est d'acheter du poulet. Le poulet est en effet traditionnellement offert entier aux divinités dans les autels des ancêtres selon le rite confucéen. Et même lorsqu'il est découpé en morceaux, comme sur cette assiette dans un restaurant, il est reconstitué pour que le consommateur puisse vérifier sa bonne santé à la couleur de ses articulations. Cependant, les consommateurs ne peuvent plus emporter le poulet vivant chez eux et doivent le faire abattre directement au marché. D'autres traditions ont été transformées par la lutte contre la grippe aviaire. Un rituel taoïste appelé Jiao consiste à réunir tous les habitants d'un village une fois par an, y compris des Hongkongais vivant en Europe ou aux États-Unis. Donc vous avez un village de 2000 habitants qui passe tout à coup à 10 000 habitants, pour des cérémonies durant 3 jours, avec de l'opéra cantonais, des lectures de textes sacrés, ponctuées par des repas végétariens. Ce festival était ouvert traditionnellement par le sacrifice d'un coq, dont le sang était répandu aux 4 coins du village pour expulser les énergies agressives. Mais ce rituel a été interdit pour limiter les risques de grippe aviaire. Un autre rituel pratiqué par les bouddhistes consiste à acheter des oiseaux sur les marchés pour les libérer dans les parcs naturels adjacents. Appelé Fang Sheng, littéralement lâcher la vie, donc vous voyez le caractère sur la cage au milieu, c'est au marché de Hong Kong, le marché de Mongkok, le marché des oiseaux. Ce rituel était critiqué par les observateurs d'oiseaux sauvages, les birdwatchers, formés dans la tradition britannique, même si la plupart sont aujourd'hui chinois, parce que les oiseaux étaient retrouvés morts à proximité du lieu où ils étaient lâchés, certains d'entre eux étant porteurs de la grippe aviaire. Les autorités bouddhistes, sous la pression du gouvernement, ont accepté de conseiller à leurs fidèles de mettre des masques lorsqu'ils relâchaient les oiseaux, puis face à l'échec de ce qui paraissait... Alors là, c'est des photos que j'ai prises à Hangzhou, en Chine populaire, puisqu'en fait, cette tradition a été interdite, enfin pas interdite, mais fortement décommandée. Voilà, donc une photo que je n'ai pas prise, mais qu'on m'a donnée, où en 2005-2006, les Hongkongais étaient autorisés à lâcher les oiseaux avec des masques, mais on voit bien que c'est une pratique quand même un peu bizarre. Et puis, on leur a recommandé d'arrêter de lâcher ces oiseaux par cette affiche. Affiche qui montre bien à quel point les traditions chinoises peuvent s'ouvrir aux innovations modernes, puisqu'on y voit un oiseau relâché qui se transforme graduellement en cadavre au fur et à mesure qu'il s'envole vers le ciel. Et l'affiche commente « Ce n'est pas lâcher la vie, c'est lâcher la mort. Bu shi fang sheng, shi fang si ». La morale qui accompagne le lâcher d'oiseaux, provenant de pratiques aristocratiques et taoïstes plus anciennes, et récemment réinterprétée par le bouddhisme, enseigne en effet que l'animal lâché exprime, par le potentiel de vie libéré, une gratitude ou un mérite, gongde, qui compense la souffrance des vivants restés enfermés. À cette morale traditionnelle, l'hygiène sanitaire et biosécuritaire ajoute l'idée selon laquelle l'animal lâché dans un mauvais environnement fait rejaillir sur les hommes non pas des biens ou des mérites, mais des maux, MAUX, et des virus. Cette capacité des citoyens chinois à intégrer les mesures biosécuritaires commandées par la lutte contre les pandémies montre que cette rationalité du risque n'est pas nouvelle, mais qu'elle s'enracine dans une longue tradition. Les experts chinois de la grippe citent souvent un passage du classique interne de l'empereur jaune, Huangdi Neijing, dont l'origine mythique remonte à 3000 ans avant Jésus-Christ, mais qui a sans doute été rédigé au IIe siècle avant Jésus-Christ, et qui tient, pour la Chine, un rôle comparable au corpus hippocratique pour l'Europe. Donc, ça, c'est l'empereur Huangdi, l'empereur jaune, qui est en fait un personnage complètement mythologique. Mais voilà donc les propos qu'on lui prête. Le médecin supérieur intervient avant l'apparition de la maladie. Le médecin inférieur commence à intervenir quand la maladie s'est déjà développée.
il intervient quand la destruction est en cours. Cette phrase signifie, selon les experts de la grippe qui la citent, qu'il vaut mieux détecter la pandémie quand ses premiers signes apparaissent chez les animaux plutôt que de tenter de la contenir quand elle s'est développée chez les humains de façon catastrophique. Dans la médecine chinoise traditionnelle, en effet, il n'y a pas de séparation entre le corps des hommes et celui des animaux. Tous deux reposent sur des équilibres internes entre des énergies ou des souffles qi, comme dans le Tai Chi Chuan, selon la polarité du yin et du yang, assez analogue à notre conception moderne du système immunitaire qui garantit l'équilibre entre les cellules du corps et les microbes qui l'envahissent de l'extérieur, ce qu'on appelle aujourd'hui le microbiome. Une bonne hygiène de vie consiste donc à détecter les signes d'une maladie avant qu'elle ne déséquilibre l'ensemble du système, de façon à inventer un nouvel équilibre entre les diverses énergies composant le corps. Une autre pratique de lutte contre la grippe aviaire que je n'ai observée qu'à Hong Kong mêle tradition et modernité. Dans les 30 fermes de volailles qui restent autorisées par le gouvernement sur le territoire de Hong Kong, des poulets non vaccinés sont placés au bout des rangées des cages. Ces poulets sont les premiers à mourir lorsqu'une ferme est infectée par la grippe aviaire, ce qui permet de lancer l'alerte, conduisant en général à l'abattage de tout l'élevage. On évite ainsi que des volailles vaccinées mais porteuses du virus ne soient transportées dans d'autres fermes où ils le diffuseront, comme cela s'est produit en décembre dernier entre le Tarn et le Gers, obligeant l'État français à abattre plus de 2 millions de canards. Ces poulets non vaccinés sont appelés sentinelles, parce qu'ils sont analogues à des soldats donnant l'alerte sur la ligne de front dans la lutte contre la grippe aviaire. Le terme chinois qui les désigne est Shaobingji, poulet, soldat, siffleur. Ce terme est repris par le grand immunologiste australien Peter Doherty, par ailleurs auteur d'un livre très pédagogique sur la pandémie, Pandemics What Everyone Needs to Know, dans un ouvrage intitulé Sentinel Chickens, What Birds Tell Us About Our Health and the World. Selon Doherty, la menace d'une pandémie de grippe aviaire, loin de nous conduire à nous protéger des poulets malades en les abattant comme des marchandises toxiques, devrait nous inciter à les voir comme porteurs de signes de maladie qui nous affectent en commun, ouvrant ainsi à une solidarité interspécifique. La Chine, vue ainsi depuis le miroir réflexif de Hong Kong, offre ainsi des solutions alternatives au problème de la pandémie, qui ne repose pas sur un savoir ésotérique, tout cela est parfaitement rationnel et complètement analogue à certaines de nos conceptions, j'ai parlé du système immunitaire notamment, du microbiome, pas plus qu'elle ne repose sur une culture immuable, c'est des éléments qui se transforment en permanence dans les pratiques des médecins chinois, mais sur une compréhension globale d'un environnement bouleversé dont nous pouvons interpréter les signes. Elle nous permet ainsi de renouer avec ce que nous avions oublié chez les Grecs, cette force désordonnée de Pan qui franchit les frontières entre les espèces et que les pères de l'Église nous ont appris à redouter. En mettant en lumière des oiseaux sauvages relâchés par des bouddhistes et des poulets transformés par les éleveurs en sentinelles, l'enquête ethnographique a mis en lumière à Hong Kong des possibilités nouvelles de penser la pandémie qui restent accessibles dans toutes les sociétés. Dernière diapositive, en hommage à celui qui a donné son nom à cet amphithéâtre. Claude Lévi-Strauss, confronté à la crise de la vache folle en 1997, a découvert des ressources analogues dans la pensée des sociétés amazoniennes qu'il connaissait bien. Adoptant un ton inhabituellement prophétique, il affirmait dans le journal italien La Repubblica que l'humanité devait sortir transformée par cette crise qui secouait ses fondements anthropologiques. Ce texte a été récemment réédité dans le volume intitulé « Nous sommes tous des cannibales ». Et il avait été traduit en français pour la première fois sous le titre La leçon de sagesse des vaches folles dans Études rurales en 2001. Le titre italien, je crois, était La mucca è pazza e un po' cannibale. La vache est folle et un peu cannibale. Contre l'accusation de vache cannibale qui mettait à l'écart les bovins auxquels les éleveurs faisaient manger depuis un siècle des protéines carnées,
Lévi-Strauss rappelait que cette pratique était également appliquée en Nouvelle-Guinée, où la transmission du kourou par la consommation rituelle des aïeuls avait servi de modèle pour comprendre les voies de transmission de la nouvelle variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, et en Amazonie, où les ennemis étaient rituellement dévorés pour s'approprier leur force. Pour résoudre le scandale logique et moral des vaches cannibales, et en s'inspirant des pratiques mélanésiennes et amazoniennes, Lévi-Strauss, je résume rapidement, parce qu'il faut conclure tout ce texte que j'espère vous avez l'occasion de lire si la diapositive n'est pas trop floue et qui est superbe, sinon je vous renvoie donc au recueil récemment paru. Lévi-Strauss donc proposait de séparer l'élevage des bovins en deux. Certains seraient rendus à l'état herbivore et sauvage, où les hommes pourraient les chasser. D'autres seraient systématiquement nourris de viande, de façon à les transformer en, je cite, serviteurs de l'humanité, dont ils surveilleraient les animaux et les machines. Ainsi, la pandémie potentielle d'encéphalopathie spongiforme bovine fut-elle prise par Lévi-Strauss au soir de sa vie comme l'occasion d'une méditation provocatrice sur les coupures entre le sauvage et le domestique. J'ai modestement tenté d'appliquer à la pandémie de grippe aviaire cette leçon de sagesse des vaches folles, en retrouvant donc ces oiseaux lâchés et ces oiseaux sentinelles, et en exerçant un regard éloigné depuis l'ethnologie de l'Asie orientale. Merci de votre attention. Donc nous avons une vingtaine de minutes pour la discussion. Il y a des micros qui circulent des deux côtés des gradins. Oui, bonjour. Ça marche, oui. D'après ce que j'ai compris, les pandémies passent toujours dans un seul sens, c'est-à-dire les animaux vers les hommes. Est-ce que dans le passé, les scientifiques ont remarqué le contraire, c'est-à-dire une pandémie qui passe des hommes vers les animaux? Est-ce que c'est possible ou sinon, pour quelles raisons? Alors, je crois qu'il y a une notion que je n'ai pas citée, c'est celle de zoonose. C'est ces maladies qui passent des animaux aux humains ou des animaux non humains aux animaux humains, en fait, dans les deux sens. Par exemple, en 2009, le H1N1 qui était apparu sur des porcs au Mexique s'est transmis par des voyageurs donc humains aux États-Unis et est arrivé sur des porcs au Canada. Donc ça fonctionne vraiment dans les deux sens. Maintenant, un fait qui est observé et dont je n'ai pas lu d'analyse parfaitement convaincante, c'est que l'espèce humaine est considérée comme, je cite, un cul-de-sac épidémiologique, epidemiological dead end. C'est-à-dire qu'on constate que la plupart, enfin un grand nombre de zoonoses, quand elles arrivent chez l'homme, ne reviennent pas en arrière. Alors, est-ce que c'est parce qu'on est très nombreux? Est-ce que c'est parce qu'on a des systèmes immunitaires très spécifiques? Pour l'instant, il n'y a pas d'explication. Mais alors, le porc partage beaucoup de qualités physiologiques avec nous. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il sert de véhicule intermédiaire entre l'oiseau et nous. Il a des récepteurs. Il a des récepteurs au niveau des poumons qui font que, alors que les oiseaux développent la grippe dans leur voie digestive, les porcs développent comme nous la grippe dans leur voie respiratoire. C'est pour ça que ça peut repasser aux porcs. Mais par exemple, j'ai jamais lu de choses sur un virus de grippe qui serait passé des humains aux oiseaux, alors que l'inverse a eu lieu, et d'ailleurs ça a été terrible. Bonjour. Bonjour. Vous avez beaucoup insisté sur... vous avez mis en lumière plusieurs fois que la nature, vous l'avez dit, se venge par rapport à l'homme. Est-ce que c'est des réflexions qui continuent à se faire maintenant ou est-ce que...
c'est une formule provocatrice. C'est comme de dire la nature est la plus grande menace bioterroriste. La nature ne veut rien, par définition. La nature n'est pas Dieu. C'est ce qu'on gagne dans le concept de nature par rapport à Dieu. C'est que la nature, c'est juste un ensemble de processus réglés, qu'on peut connaître par des modèles ou par des lois. Donc la nature ne veut rien. Et donc c'est effectivement une sorte de drôle de raisonnement presque animiste de dire la nature se venge. Si on est, pour prendre les catégories des scolas naturalistes, les hommes se vengent, mais la nature ne se venge pas. Alors, le raisonnement que font les microbiologistes dans ce courant d'écologie des maladies infectieuses émergentes, c'est que l'émergence d'un nouveau virus est un processus complètement aléatoire. Ça se produit il y a des virus qui apparaissent en permanence chez les animaux, enfin qui passent d'une espèce à une autre. Et puis il y en a certains qui franchissent la barrière des espèces entre les humains et les autres espèces. Et là, ça peut causer des pandémies et ça peut vraiment être catastrophique. Donc la question pour nous, c'est un problème de hasard et de nécessité, pour reprendre les catégories de Jacques Monod. C'est comment est-ce qu'un processus complètement hasardeux peut être compris par nous comme un processus nécessaire? Quelle est la causalité qui fait que parmi l'ensemble des mutations de virus, il y en a un qui va avoir ces conséquences catastrophiques sur l'espèce humaine? Alors, ce qu'on peut supposer, c'est qu'effectivement, il y a un ensemble de facteurs qui favorisent une émergence catastrophique. Et ces facteurs, c'est effectivement le réchauffement climatique, la déforestation, l'intensification de l'élevage. Et donc, de ces facteurs, nous sommes responsables. Nous ne sommes pas responsables de l'émergence d'un virus, elle est hasardeuse, et la nature n'est pas non plus responsable, bien sûr, mais c'est nous qui sommes responsables. Alors, on rejoint un peu les réflexions de Bruno Latour sur l'Anthropocène ou sur Gaïa, c'est-à-dire nous avons fabriqué une nature avec nos fermes, avec les chauves-souris qui ne vivent plus dans la forêt mais qui maintenant se nourrissent aux abords des villages. Nous avons fabriqué une nature dont nous sommes entièrement responsables. Donc c'est en ce sens, je crois, qu'il faut comprendre que la nature se venge. C'est que, en fait, c'est comme effectivement un ami ou un allié ou une mère, parce qu'il y a toute cette hypothèse de Gaïa qui est un peu la mère nature, donc un proche, en tout cas un proche, dont nous n'aurions pas suffisamment pris soin et qui du coup se venge des mauvais traitements que nous lui imposons. Mais voilà, il faut faire tout ce détour pour arriver à comprendre ça. Et Dubos, René Dubos, était un médecin pastorien parfaitement rationnel, qui était un des grands introducteurs du concept de terroir français dans la description des milieux justement pour comprendre à quel moment, enfin, c'est tout le problème de l'écosystème, c'est à quel moment est-ce qu'un écosystème perturbé produit des virus, des maladies, et comment est-ce qu'on peut revenir à des écosystèmes non perturbés. Voilà. L'analyse que vous avez faite par rapport à Hong Kong m'interroge par rapport au lien avec le pouvoir politique chinois. Je vous vois pas. Ah oui, je vous vois. Et donc je voulais vérifier avec vous si les mesures radicales d'abattage étaient nécessaires et si on fait le parallèle avec ce qui se passe en France en ce moment, est-ce que a priori ce sont des mesures utiles, point d'interrogation sur le plan de la santé, et deuxièmement, politique au sens large du terme. Alors les mesures prises en 1997, donc l'abattage de toutes les volailles vivant sur le territoire de Hong Kong, ont été utiles, puisque le virus H5N1 n'est pas reparu avant 2003, et même quand il est reparu, il n'a pas tué de personnes à Hong Kong, alors qu'il s'est diffusé dans le reste de la planète avec quand même cette létalité très forte de 65% des personnes infectées qui meurent. Donc en ce sens, d'un point de vue de stricte santé publique, oui, c'est utile, ça a marché. Maintenant, ce que j'essaye de dire, c'est que des mesures d'abattage ont toujours une rationalité politique.
en 1997, on était dans le contexte donc de la rétrocession de la colonie britannique au gouvernement de Pékin. Et donc il fallait faire un geste fort. Et ce geste fort a été trouvé, c'était d'abattre les volailles malades, qui avaient donc causé la mort de 8 personnes, avec cette ambivalence qui est complètement pensée dans la tradition chinoise, tuer le coq pour effrayer le singe. Alors, je ne prononce pas sur les abattages actuels dans le sud-ouest, parce que je n'ai pas encore bien étudié, j'espère pouvoir le faire, ce qui a été décidé à Paris, ce qui a été décidé à Mont-de-Marsan, mais un abattage, en tout cas une mesure de biosécurité, à la fois des rationalités purement de santé publique, avec des logiques d'anticipation, et puis la décision est toujours prise dans un contexte politique très fort. Mais de même que les abattages massifs de bovins dans les années 96-97 en Europe, prenait sens dans le cadre du débat sur la place de la Grande-Bretagne en Europe et la nécessité d'imposer un embargo à l'Angleterre parce qu'elle ne respectait pas les règles de réchauffement des farines animales qui ont donc causé la diffusion du prion. Et on voit encore les conséquences avec le Brexit. Donc, en fait, les mesures de biosécurité ont toujours une logique politique, mais même si elles sont parfaitement rationnelles dans leur cadre propre. Je reprends le micro. Je suis arrivé un peu en retard, donc je ne sais pas si vous en avez parlé, mais est-ce qu'on peut expliquer la particulière virulence du virus de 1918 ou c'est un hasard constaté par les scientifiques? Non, bon, d'abord il était nouveau, donc oui, j'ai expliqué qu'il y avait des nouveaux virus qui apparaissaient entre 20 et 50 ans. Donc la précédente pandémie de grippe, c'était 1893. Donc la population a été immunisée contre le précédent virus de grippe. Il y a un nouveau virus de grippe qui apparaît apparemment aux États-Unis, sans doute sur des porcs, puisqu'on en retrouve les traces maintenant sur des porcs en 1916. Et puis les soldats américains, donc on a les premiers cas chez des Américains en janvier 1918. Et puis les soldats américains arrivent en Europe et on peut suivre les cas de grippe avec l'armée américaine. Donc il se répand ensuite au reste du monde. Et bon, les soldats américains, ils étaient jeunes, ils fumaient beaucoup, ils étaient très stressés dans les tranchées. Donc il y a une forte mortalité des soldats. Et puis ensuite, il y a une forte mortalité dans les villes elles-mêmes, surtout aux États-Unis. Il y a beaucoup de victimes civiles. Et dans les villes, c'était aussi des personnes jeunes. Donc on peut rétrospectivement appliquer cette idée que j'ai énoncée pour le H5N1, que quand un nouveau virus de grippe apparaît, on ne meurt non pas du virus, comme pour la grippe saisonnière, parce que la grippe saisonnière, c'est le système immunitaire qui s'effondre, mais on meurt d'une surréaction du système immunitaire qui s'enflamme et les poumons sont en quelque sorte envahis par ce qu'on appelle des cytokines, donc on appelle une tempête de cytokines, qui sont en fait des réactions immunitaires normales, mais déclenchées pour un virus complètement inconnu. Donc la leçon politique très importante à retirer de cette hypothèse, c'est que le virus ne veut rien, c'est comme la nature, il ne veut rien. Il n'a pas d'intention, le virus. Mais c'est les hommes qui surréagissent à un virus étranger, parce qu'il vient d'une autre espèce. Et donc tout l'enjeu des vaccins, mais aussi d'un rapport plus respectueux à l'environnement, c'est de faire que nous puissions à nouveau vivre avec des virus. Oui. Allô? Oui. Est-ce que vous pourriez parler du virus Ebola dont on a annoncé qu'il deviendrait la nouvelle pandémie en raison de sa fulgurance? Alors le virus Ebola, il est apparu en 1976 au Zaïre. Donc Ebola, c'est le nom d'une rivière au Zaïre. Et c'est le virus le plus létal de tous les virus émergents. Alors le Ebola Zaïre de 1976, il tuait à peu près 95%
des personnes infectées. Ce qui est un avantage d'ailleurs parce qu'il tue tellement vite que du coup il ne se répand pas rapidement en fait. Et donc jusqu'à récemment, là, 2014, je ne me rappelle plus quand ça a commencé, mais entre 1976 et 2014, Ebola, c'était des petites flambées comme ça, ça tuait quelques dizaines de personnes, mais ça ne se répandait jamais au reste du monde. Mais c'est le virus pour lequel on a construit les scénarios les plus catastrophiques. Le film Outbreak avec Dustin Hoffman, qui est le premier grand film de contagion dans les années 80, je crois, est vraiment basé sur l'hypothèse d'une transmission d'Ebola d'Afrique centrale aux États-Unis par des singes de laboratoire. Vous avez le livre de Richard Preston, dont j'ai montré la couverture mais que je n'ai pas commenté, Virus, en anglais c'est The Hot Zone, qui raconte ça, et le film Outbreak est basé sur ce livre. Donc ce qui est très étonnant avec du point de vue de la logique d'anticipation, hein, je ne parle pas des questions de gestion de santé publique. Ce qui est très étonnant, c'est qu'en 2014-15, il y a eu cette flambée d'Ebola, non plus en Afrique centrale, mais en Afrique occidentale. Et c'est pour ça que les autorités sanitaires internationales ont eu très peur, parce qu'elles se sont dit, si jamais ce virus arrive dans des grandes villes comme Dakar ou Lagos, ça va être vraiment la pandémie. Et puis ce qui s'est passé, c'est que finalement, le virus est resté, si on peut dire, limité dans les 3 pays dont les infrastructures de santé publique étaient dévastées par la guerre, qui étaient donc le Sierra Leone, le Libéria et la Guinée. Et pour le grand bonheur des Européens, ces 3 pays étaient d'anciennes colonies anglaises, américaines et françaises. Donc vous avez une compétition de ces 3 pays, anciennes puissances coloniales, pour fabriquer des vaccins, des antiviraux, etc. Donc ça a été vraiment pour... Il y a eu effectivement une peur de la pandémie, mais ça a été aussi vraiment cette logique de laboratoire d'expérimentation dans les anciennes colonies. Donc, le scénario s'est en partie réalisé, pas aussi catastrophique qu'on ne pensait, mais à chaque fois, c'est ce que j'appelais les aspects positifs de la pandémie. C'est que, au lieu de faire peur et de justement conduire les systèmes immunitaires à s'effondrer, ça conduit plutôt les humains à surréagir en permanence. Alors, il y a des formes du point de vue de mes collègues qui travaillent en Afrique, la gestion d'Ebola a été une surréaction au sens où on a stigmatisé des populations, on les a enfermés dans des villages, on est arrivé avec des grandes capes qui leur ont fait peur, donc dans une vraie logique coloniale qui reproduisait en grande partie ce qui avait été fait un siècle auparavant par les gens que j'ai montrés comme Robert Koch ou les médecins pasteuriens en Afrique au début du siècle. Moi, ce que j'ai essayé de montrer en prenant non pas l'Afrique mais l'Asie, où on a quand même une histoire coloniale très, très différente, c'est que les populations chinoises avaient quand même une réactivité propre. Alors, sans doute que les populations africaines aussi, hein, d'ailleurs, je pense aux biologistes et aux autorités de santé publique africaines qui doivent avoir leur propre façon de comprendre, alors avec des logiques de sorcellerie, tout ce qu'on veut, mais en tout cas leur propre façon de comprendre une maladie émergente. Mais en tout cas, en Chine, qui est donc une puissance émergente, qui, depuis 2003, en fait, où ils ont été accusés de ne pas prendre au sérieux la menace des maladies infectieuses émergentes, prennent ça très très au sérieux, et même on leur reproche d'être trop sérieux avec ça. Ils mettent en quarantaine. En 2009, on leur a reproché d'avoir trop mis en quarantaine, alors qu'ils reprochaient aux Américains des États-Unis de ne pas être assez sérieux avec le H1N1. Donc, par rapport à Ebola, qui est un scénario, si vous voulez, Afrique, Europe, États-Unis, ce qui m'intéresse dans la grippe, c'est que c'est un scénario, disons, Europe, États-Unis, Chine, dans lequel la Chine a un vrai rôle à jouer. C'est d'ailleurs pour ça que Margaret Chan, directrice générale de l'OMS, gère les pandémies de grippe, et qu'elle a dû aussi gérer Ebola. Toute la difficulté, c'est qu'en fait, ces virus émergents sont parfaitement analogues dans les conditions d'émergence, les réactions immunitaires, etc. Mais par contre, les expériences des différents pays où ils émergent
ne sont pas les mêmes, et donc pas seulement les expériences de santé publique au cours des 10 dernières années, mais aussi les ressources traditionnelles en quelque sorte, et c'est ça que les ethnologues peuvent étudier. Je sens que votre système immunitaire s'effondre. Au niveau de la carte des ondes pandémiques, elle date de 1861 si je me rappelle bien. Et est-ce que maintenant, avec l'évolution, mondialisation, est-ce qu'il y a des nouvelles cartes d'ondes pandémiques qui ont été oui, il y a plein de cartes, c'est magnifique les cartes. Ah, oui, oui. Ouais, il y en a plein. Je ne suis pas très bon en cartes, mais il y a des gens qui étudient ça, oui, l'histoire des cartes, des épidémies, y compris en Chine. Pékin a été un des grands, depuis plusieurs siècles. À Pékin, on fait des cartes, d'ailleurs avec les jésuites aussi. On fait des cartes, et dans les cartes, on essaye de repérer les lieux où il y a des épidémies. Ce qui est nouveau, c'est qu'effectivement, maintenant, il y a des cartes mondiales. Et puis, pour moi, ce qui est aussi très nouveau, c'est que c'est plus l'Europe qui est au centre de ces cartes, en fait. Si vous pensez à la pandémie de H1N1, alors la pandémie de H1N1, elle s'est encore diffusée sans doute par l'Europe. Mexique, États-Unis, Europe, Asie. Mais moi, j'ai vu des cartes dessinées par des biologistes chinois qui mettent le Pacifique au milieu et qui montrent les routes des épidémies des États-Unis vers l'Australie, où ça remonte l'Indonésie et la Chine. Donc il y a toute une politique des cartes, oui, indépendamment de tout le savoir expert qu'on met en place pour transformer des logiques épidémiologiques en images. Et ça, c'est aussi passionnant à observer. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous libère donc pour d'autres événements du week-end de l'ethnologie. Et puis, il y a donc ce soir un spectacle. Voilà, l'Igloo est en fait une scène de théâtre pour un spectacle conçu par Masha Makeyev avec un ethnologue, Philippe Gélin, qui aura lieu à 17 h.